Hello, ouvre ton Vrolik, Kassoussef. Continuation de la lecture de l'Éternel Mari de Dostoïevski, qui se fera en 17 vidéos, parce qu'il y a 17 chapitres dans ce book. Et là, on en est au 9e. Chapitre 9e, le fantôme. Pavel Pavlovitch s'était installé très confortablement. Assis sur la chaise qu'il avait prise la veille, il fumait des cigarettes et venait juste de se servir un quatrième et dernier verre de la bouteille. La théière et le verre de thé à moitié plein restaient près de lui sur la table. Son visage enluminé luisait de bonhomie. Il avait même ôté son frac, comme on fait en été, et restait en gilet. Pardonnez-moi, mon très fidèle ami, s'écria-t-il, apercevant Velchaninov, et bondissant pour remettre son frac. Je l'ai ôté pour une plus grande jouissance de la minute. Velchaninov s'approchait de lui, menaçant. Vous n'êtes pas encore totalement sous. On peut encore vous parler. Pavel Pavlovitch resta un peu interloqué. Non, pas totalement. J'ai marqué le souvenir du défunt, mais pas totalement, n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprendrez? Je ne parais que pour ça, n'est-ce pas? Pour vous comprendre. Bon, alors moi, je commence directement. Vous êtes une fripouille, s'écria Fetchaninov d'une voix qu'il ne contrôlait plus. Si c'est par ça que vous commencez, n'est-ce pas? Vous finirez, n'est-ce pas? Par quoi alors? Protesta, mais à peine, Pavel Pavlovitch, qui visiblement avait très peur. Mais Velchaninov criait sans l'écouter. Votre fille est en train de mourir. Elle est malade. Vous l'avez abandonnée ou quoi? Parce qu'elle est même en train de mourir. Elle est malade, malade. Elle est très très dangereusement malade. Peut-être, n'est-ce pas, des petites crises? Ne dites pas de bêtises. Elle est très très dangereusement malade. Vous auriez déjà dû venir pour remercier, n'est-ce pas, pour remercier de l'hospitalité. Je comprends tout à fait. Alexis Ivanovitch, mon très cher ami, mon ami le plus parfait, reprit-il, lui saisit brusquement la main dans les siennes et comme en lui demandant pardon avec une émotion d'ivrogne, presque les larmes aux yeux, il s'écria: Alexei Ivanovitch, ne criez pas, ne criez pas. Si je meurs, si je tombe tout de suite sous dans la Neva, qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas, vu le sens réel des choses? Mais aller chez monsieur Pogoreltsev, on aura toujours le temps, n'est-ce pas? Velchaninov se reprit et se retint un tout petit peu. Vous êtes ivre, et c'est pourquoi je ne comprends pas dans quel sens vous dites ça, remarqua-t-il sévèrement. Je suis toujours prêt à m'expliquer avec vous, et même le plus vite sera le mieux. Je venais d'ailleurs, mais avant tout, sachez que je prends des mesures. Cette nuit, vous devez la passer chez moi. Demain matin, je vous emmène et nous partons. Je ne vous laisserai pas, se remit-il à glapir. Je vous ligote. Je vous amène en paquet. Il vous convient ce divan, fit-il, lui indiquant, non sans haleter, le divan large et moelleux qui se trouvait en face du divan sur lequel il dormait, lui, devant l'autre mur. Ah, voyons, mais n'importe où. N'est-ce pas? Pas partout.
ce divan-là. Prenez, voilà un drap, une couverture, un oreiller. Tout cela, Velchaninov l'extrayait de l'armoire et en se pressant, il le jetait à Pavel Pavlovitch qui présentait les bras d'un air soumis. Faites votre lit maintenant, mais faites donc votre lit. Emmêlé dans ses draps, Pavel Pavlovitch restait au milieu de la pièce comme indécis. Pardon. Emmêlé dans ses draps, Pavel Pavlovitch restait au milieu de la pièce comme indécis, affichant un sourire long et ivre sur son visage ivre. Mais au deuxième cri menaçant de Velchaninov, brusquement à toutes jambes, il courut s'agiter, repoussa la table et, souffle court, il se mit à déplier puis à étendre le drap. Velchaninov s'approcha pour l'aider. Il était en partie content de la soumission et de l'effroi de son hôte. Videz votre verre et couchez-vous, commanda-t-il à nouveau. Il sentait qu'il ne pouvait pas ne pas commander. C'est vous qui avez pris sur vous d'envoyer chercher du vin? Oui, n'est-ce pas, du vin. Je savais, n'est-ce pas, Alexis Ivanovitch, que vous ne le feriez plus, n'est-ce pas? C'est très bien que vous l'ayez su, mais il faut que vous en sachiez encore plus. Je vous déclare une nouvelle fois que maintenant j'ai pris des mesures. Je ne supporterai plus vos comédies, vos baisers d'ivrogne. Hier, je ne les supporterai plus. Mais moi-même, Alexei Ivanovitch, je comprends que ça, c'était possible rien qu'une seule fois, n'est-ce pas? Fit Pavel Pavlovitch dans une espèce de ricanement. Entendant cette réponse, Velchaninov, qui arpentait la pièce, s'arrêta brusquement d'un air quasi solennel devant Pavel Pavlovitch. Pavel Pavlovitch, parlez ouvertement. Vous êtes intelligent, je le reconnais encore une fois. Mais je vous assure que vous faites fausse route. Parlez ouvertement, agissez ouvertement, et je vous en donne ma parole d'honneur, je répondrai à tout ce que vous voulez. Pavel Pavlovitch grimaça à nouveau de son long sourire, qui à lui seul remplissait déjà Velchaninov d'une telle frénésie. Attendez, se remit à crier celui-ci. Ne faites pas semblant, je vous vois au travers. Je le répète, je vous donne ma parole d'honneur que je suis prêt à répondre à tout et vous recevrez toutes les satisfactions possibles. Et vous recevrez toutes les satisfactions possibles. Je veux dire toutes. Même celles qui sont impossibles. Oh, comme je voudrais que vous me compreniez. Puisque vous êtes si bon, n'est-ce pas? Sentit Pavel Pavlovitch. Il s'avança prudemment vers lui. Voilà, n'est-ce pas, ce qui m'intéressait beaucoup, ce que vous vouliez dire sur le type rapace. Voilà, n'est-ce pas, ce qui m'intéressait beaucoup, ce que vous vouliez dire sur le type rapace. Velchaninov cracha et se remit encore plus vite à marcher de long en large. Non, n'est-ce pas, Alexei Ivanovitch, ne crachez pas, parce que ça m'intéresse beaucoup, et je suis venu justement pour vérifier. J'ai la langue qui s'embrouille, mais vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Parce que ce type rapace, et n'est-ce pas, ce type humble,
J'avais lu ça moi-même dans le journal, dans la section critique. Je me suis rappelé ce matin. Seulement, n'est-ce pas, j'ai oublié et, à dire vrai, je n'avais pas trop compris. Voilà précisément ce que je voulais m'éclaircir. Stepan Mikhailovitch Bagaoutov, le défunt, n'est-ce pas? Il était quoi? Un type rapace ou un type humble? Il faut le mettre où? Velchaninov Velchaninov se taisait toujours, sans arrêter de marcher. Le type rapace, c'est celui, dit-il, s'arrêtant brusquement. Pardon. Le type rapace, c'est celui, dit-il, s'arrêtant brusquement, plein de furie. C'est cet homme qui aurait plutôt empoisonné le verre de Bagaoutov quand il aurait bu le champagne au nom de la joie de le rencontrer, comme vous l'avez fait avec moi, et qui ne serait pas allé le conduire jusqu'au cimetière, comme vous l'avez fait hier. Par le diable, c'est lequel de vos élans cachés, de vos élans de sous-sol, détestables, de toutes vos comédies qui vous souillent vous-même. Vous-même. C'est sûr qu'il n'y serait pas allé, n'est-ce pas? Confirma Pavel Pavlovitch. Mais vous-même, n'est-ce pas? Seulement, pour moi, vous... ce n'est pas cet homme, s'échauffait et criait Velchaninov sans l'écouter, qui se mettra lui-même en tête je ne sais quelles idées, et qui se fera des conclusions sur la justice et le bon droit, qui apprendra par cœur comme une leçon l'offense qu'il a subie, qui geint, qui fait le pitre, qui joue la comédie, qui se pend au cou des gens, et hop, qui dépense tout son temps à faire ça. C'est vrai que vous avez voulu vous pendre? C'est vrai? Ivre comme j'étais, peut-être. J'ai déliré. Je ne me souviens pas, n'est-ce pas? Pour nous, Alexei Ivanovitch, ça fait comme un poli même de le verser, le poison. Outre que je suis un fonctionnaire en bonne place, je pourrais, n'est-ce pas, disposer d'un capital, et peut-être en plus que je voudrais me remarier, n'est-ce pas? Puis on vous enverra au bagne. Mais oui, n'est-ce pas, ça aussi, tiens, c'est un désagrément. Même si maintenant, dans les tribunaux, ils vous trouvent plein de circonstances atténuantes. Tenez, Alexei Ivanovitch, il y a une petite histoire, mais des plus drôles. Je m'en suis souvenu hier dans le carrosse dont je voulais vous faire part. Là, vous venez de dire, il se pend au cou des gens. Semyon Petrovitch Litsov, peut-être, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de lui? Il était venu nous voir rater de notre temps. Bon, son frère cadet, lui aussi, il passe pour un jeune homme de Pétersbourg. Il avait eu un poste à V auprès du gouverneur. Et il brillait, n'est-ce pas, lui aussi, de différentes qualités. Un jour, il s'est fâché avec Golubenko, un colonel, à l'Assemblée, en présence de dames et de la dame de son cœur. Il s'est estimé offensé, mais son offense, il l'a ravalée, et bien profond. Or, Golubenko, pendant ce temps-là, la dame de son cœur, il l'avait prise pour lui et lui avait demandé sa main. Qu'est-ce que vous croyez? Litsov, il est même entré en amitié sincère avec Golubenko. Il a complètement fait la paix. Bien plus, n'est-ce pas? Il a demandé lui-même à être son témoin. Il a tenu la couronne et quand ils sont entrés après l'église, il est venu féliciter et embrasser Golubenko et devant toute l'assemblée de la noblesse.
et devant le gouverneur lui-même, les cheveux bouclés, en frac. Il vous lui renvoie un de ses coups de couteau dans le ventre. Goulenko qui roule par terre, et son propre témoin, n'est-ce pas? Ouh, quelle honte! Et ça encore, ce n'est rien. Surtout son coup de couteau, il le lui donne, et là, il se met à s'affoler. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Les larmes qui coulent, il tremble, il se jette au cou de tout le monde, même n'est-ce pas à celui des dames. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Eh, à mourir de rire. Bon, ça faisait de la peine pour Golubenko. Mais lui aussi, il s'est remis. Je ne vois pas pourquoi vous me racontez ça sur Fronia Velchalinov d'un air sévère. Toujours, n'est-ce pas, la même chose, son coup de couteau, n'est-ce pas? Il l'a donné, Rikana Pavel Pavlovitch. On le voit bien, n'est-ce pas, que ce n'est pas un type, mais une larve de peur. Il avait même oublié toute décence. Il se jette au cou des dames, c'est ça, devant le gouverneur. Et pourtant, son coup de couteau, il l'a donné, n'est-ce pas? Son but, il l'a atteint. Voilà, c'est seulement ça que je disais. Fichez-moi le camp au diable, hurla brusquement Velchaninov d'une voix qu'il ne se connaissait pas, comme si tous ses gonds venaient de sauter. Fichez-moi le camp avec votre saleté de sous-sol vous-même. Il essaie de me faire peur, bourreau d'enfant, ignoble individu, salaud, 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 s'écriait-il, perdant toute conscience de lui-même et haletant à chaque mot qu'il disait. Pavel Pavlovitch en fut complètement retourné. Son ivresse lui passa d'un coup. Ses lèvres tremblèrent. C'est moi, Alexis Ivanovitch, que vous traitez de salaud? C'est moi, Alexei Ivanovitch, que vous me traitez de salaud, vous? N'est-ce pas? Moi? Mais Velchaninov avait déjà repris ses esprits. Je suis prêt à m'excuser, répondit-il après un silence, dans une songerie lugubre. Mais seulement si vous-même vous acceptez tout de suite d'agir ouvertement. Moi, je me serais excusé de toute façon à votre place, Alexei Ivanovitch. Bon, je veux bien, fit Velchaninov après un autre silence. Je m'excuse devant vous, mais accordez vous-même, Pavel Pavlovitch, qu'après tout cela, j'estime que je ne vous dois plus rien du tout. C'est-à-dire, c'est de toute l'affaire en général dont je parle, et pas seulement pour ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Rien du tout. À quoi bon, n'est-ce pas? Faire des... Rien du tout. À quoi bon, n'est-ce pas? Faire des comptes. Ricana Pavel Pavlovitch, en regardant par terre néanmoins. Si c'est ça, alors tant mieux. Finissez votre verre et couchez-vous. Parce que moi, de toute façon, je ne vous laisse plus ressortir. Ben quoi, le vin? Fit Pavel Pavlovitch, un peu troublé. Il s'approcha néanmoins de la table et entreprit de finir son dernier verre qu'il avait rempli depuis longtemps. Peut-être,
Avait-il déjà beaucoup bu avant cela? Si bien qu'à présent, sa main tremblait, et il versa une partie du vin sur le plancher, sur sa chemise et sur son gilet. Mais il vida quand même son verre, comme si vraiment il ne pouvait pas ne pas le laisser vide. Et reposant avec respect ce verre vide sur la table, il prit un air soumis et partit se déshabiller vers son lit. Ça ne serait pas mieux que je ne reste pas dormir, articula-t-il brusquement. Dieu sait pourquoi, après avoir déjà ôté un soulier tout en le tenant dans une main. Non, ça ne serait pas mieux, répondit rageur Velchaninov, qui marchait sans cesse et toujours sans le regarder. L'autre se déshabilla et se coucha. Un quart d'heure plus tard, Velchaninov se coucha à son tour et souffla la bougie. Il s'endormit avec inquiétude. Quelque chose de nouveau qui embrouillait encore plus son affaire était, on ne savait pas d'où, brusquement apparu. Quelque chose qui l'inquiétait à présent. Et il sentait en même temps que bizarrement, il avait honte de cette inquiétude. Il sombrait déjà dans l'oubli quand une sorte de froissement brusquement le réveilla. Il regarda tout de suite vers le lit de Pavel Pavlovitch. Il faisait nuit dans la chambre. Les doubles rideaux étaient complètement tirés. Mais il lui sembla que Pavel Pavlovitch n'était pas couché, qu'il s'était redressé, qu'il était assis dans son lit. Qu'est-ce qui vous arrive? L'appela Velchaninov. L'ombre, n'est-ce pas? Répliqua Pavel Pavlovitch d'une voix à peine audible, après un court silence. Quoi? Quelle ombre? Là-bas dans l'autre chambre, à la porte, j'ai vu, n'est-ce pas, comme une ombre. L'ombre de qui? Demanda Velchaninov, après un temps de silence. De Natalia Vassilievna. Velchaninov se redressa sur le tapis et regarda lui-même par l'entrée dans l'autre pièce, dont les portes restaient toujours ouvertes. Là, il n'y avait pas de double rideau, mais seulement des stores. C'est pourquoi il faisait beaucoup plus clair. Il n'y a rien dans l'autre chambre. Vous êtes ivre. Couchez-vous, dit Velchaninov, qui se recoucha et s'enroula dans sa couverture. Pavel Pavlovitch ne répondit pas un mot et se coucha aussi. Et avant, ça vous est déjà arrivé de voir des ombres demanda brusquement Velchaninov, environ 10 minutes plus tard. Une fois, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais vu, répondit d'une voix faible, et lui aussi après un temps, Pavel Pavlovitch. Ensuite de quoi le silence s'instaura. Velchaninov n'aurait pas pu dire à coup sûr s'il avait ou non dormi, mais il se passa 1 heure, et brusquement il se retourna encore. Était-ce un froissement ou quoi qui l'avait réveillé? Il ne le savait pas non plus, mais il lui sembla qu'au milieu d'une obscurité totale, il y avait quelque chose qui se dressait sur lui, quelque chose de blanc, qui n'était pas encore arrivé jusqu'à lui, mais déjà au milieu de la chambre. Il s'assit sur le lit, il scruta les ténèbres durant une bonne minute. C'est vous, Pavel Pavlovitch marmonna-t-il d'une voix faiblissante. Cette voix, la sienne, qui résonnait brusquement dans le silence et dans le noir,
Elle lui sembla comme bizarre. Il n'y eut aucune réponse, mais qu'il y avait quelqu'un là, cela ne faisait plus aucun doute. C'est vous, Pavel Pavlovitch, répéta-t-il plus fort, et même si fort que si Pavel Pavlovitch avait dormi tranquille dans son lit, il se serait nécessairement réveillé pour lui répondre. Mais là encore, aucune réponse ne suivit. En revanche, il lui sembla que cette silhouette blanche et à peine distincte s'approchait encore plus près de lui. Il arriva quelque chose d'étrange. Il y eut brusquement quelque chose qui, pour ainsi dire, se rompit en lui, exactement comme la première fois, et il se mit à crier de toutes ses forces, d'une voix des plus absurdes, des plus frénétiques, en étouffant presque à chaque mot. Si seulement, espèce de bouffon aviné, vous avez même pensé que vous pouvez me faire peur. Je me retourne vers le mur, je m'enroule jusqu'à la tête, et je ne retourne plus de toute la nuit pour te montrer les faits que tu pourrais rester là jusqu'au matin comme un bouffon, et je vous crache dessus. Il cracha furieusement vers le supposé Pavel Pavlovitch, et se retourna brusquement vers le mur, s'enroula, comme il l'avait dit dans la couverture, et ce fut comme s'il se figeait dans cette position, sans bouger. Un silence de mort s'instaura. L'ombre bougeait-elle ou restait-elle sur place? Il ne pouvait le savoir, mais son cœur battait, battait, battait. Au moins 5 bonnes minutes s'écoulèrent. Et brusquement, à 2 pas de lui, résonna la voix faible, tout à fait plaintive, de Pavel Pavlovitch. Je m'étais levé, Alexei Ivanovitch, pour chercher, et il nomma un objet domestique tout à fait indispensable. Je ne l'ai pas trouvé là-bas, chez moi, n'est-ce pas? Je voulais regarder sans bruit près de chez vous, n'est-ce pas? À côté du lit. Pourquoi vous ne disiez rien quand j'ai crié? Demanda Velchaninov d'une voix haletante, après avoir encore attendu 30 secondes. Là-bas, dans le coin, à gauche, vers la porte, dans le petit placard, allumez une bougie. Au même sans bougie, n'est-ce pas? Prononça humblement Pavel Pavlovitch, se dirigeant vers le coin. Excusez-moi, Alexei Ivanovitch, si je vous ai tellement inquiété. D'un coup, mais brusquement comme ça, mais tellement sous. Mais l'autre ne répondit déjà plus rien. Il restait toujours la tête, il restait toujours, pardon, il restait toujours couché la tête vers le mur. Il resta ainsi toute la nuit, sans se retourner une seule fois. Voulait-il à ce point respecter sa parole et montrer son mépris? Il ne savait pas lui-même ce qui lui arrivait. Ses nerfs détraqués le firent tomber presque dans un délire. Il se mit très longtemps, et il mit très longtemps à s'endormir. Ses nerfs détraqués le firent tomber presque dans un délire. Il mit très longtemps à s'endormir. Il se réveilla le matin suivant, à 8 heures passées. Il bondit brusquement et s'assit sur le lit, comme si quelque chose l'avait poussé. Mais Pavel Pavlovitch n'était plus dans la chambre. Il ne restait que son lit vide, défait, et lui-même, il avait filé à l'aube.
J'en étais sûr, cria Velchaninov en se claquant la paume sur le front.